Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner une FAQ concernant le métier d'assistante maternelle parce que vous avez été très nombreuses à me poser des questions, donc soit parce que vous êtes assistante maternelle ou tout simplement parce que vous vous posez des questions ou vous voulez juste en savoir plus. Donc j'avais déjà dit que c'était un sujet que je n'aborderais pas sur cette chaîne, mais vu que c'est vrai que j'ai beaucoup de questions, et ben je me suis dit que j'allais faire une FAQ, comme ça on en parle une fois, je réponds à toutes vos questions. C'est un sujet que je souhaite pas vraiment aborder sur cette chaîne, voilà, c'est pas du tout la thématique de ma chaîne. Par contre il y a plein de chaînes et plein de comptes Instagram qui sont dédiés au métier d'assistante maternelle. Bien sûr je suis toujours ouverte pour en parler en message privé sur Instagram, en commentaire, il n'y a aucun problème. Donc j'ai un petit peu noté toutes vos questions sur mon téléphone. Alors je les ai pas mis dans l'ordre, donc ça va vraiment être les questions aléatoires. Je tiens quand même à faire une petite aparté avant de commencer cette vidéo pour vous dire que mes réponses c'est vraiment vis-à-vis de moi. Il y a autant de réponses possibles qu'il peut y avoir d'assistantes maternelles possibles, sauf en termes de droit et de légalité, hein. Voilà, il y a des choses qui sont pour tout le monde, mais sinon concernant ma façon de faire, ma façon de travailler, etc., ça va dépendre vraiment de toutes les assistantes maternelles, de leurs valeurs, de leurs priorités, de ce qu'elles ont envie de mettre en place, de leurs compétences, de ce qu'elles préfèrent aussi, parce que vous pouvez très bien avoir une assistante maternelle qui adore faire des activités mais qui n'aime pas sortir, ou vice versa. Je tiens quand même à faire ce petit disclaimer pour vous avertir que moi je travaille de cette façon-ci, mais que ce n'est pas la façon universelle et que c'est pas forcément la façon dont vous souhaiteriez que votre assistante maternelle travaille ou une autre collègue pourrait travailler. Donc c'est vraiment une vidéo à titre informatif pour celles que ça intéresse. C'est vraiment une vidéo à titre informatif parce que je vois que vous êtes vraiment intéressés et c'est pas du tout une vidéo pour ouvrir le débat. Avant toute chose, je voudrais préciser quand même mon parcours. Pour celles qui viennent d'arriver, je m'appelle Julie, j'ai 32 ans. Je suis maman de 2 enfants, un fils qui a 7 ans et ma fille qui a 10 ans. Et ça fait déjà presque 7 ans que je fais le métier d'assistante maternelle. Mais avant d'avoir été assistante maternelle, je travaillais en crèche, j'étais auxiliaire de puériculture, je travaillais pour la fonction publique. J'ai commencé à me lancer dans le métier d'assistante maternelle quand mon fils était bébé, il avait presque 1 an. Et j'ai pris une dispo au cas où ça ne me plaisait pas, sachant que dans tous les cas je ne voulais plus travailler en crèche. Voilà, c'était plus un métier qui m'épanouissait pour diverses raisons, donc je rentrerai pas forcément dans les détails, mais je voulais vraiment continuer de travailler avec les enfants, être aussi disponible pour les miens, et travailler à la maison me paraissait le bon compromis. Donc j'ai tenté. À cette époque-ci, quand j'ai commencé à faire assistante maternelle, l'avantage c'est que quand on était professionnel de la petite enfance, on n'avait pas toutes les formations qu'on peut voir maintenant à passer, parce que maintenant, même si vous êtes professionnel de la petite enfance, vous avez quand même les heures de formation, etc. à passer. Donc moi j'ai rien fait de cela, j'ai vraiment fait une demande. On a déjà une première réunion d'information, enfin en tout cas moi dans mon département c'est comme ça que ça se passe. Alors franchement la réunion d'information c'est bien parce qu'on apprend quand même des choses, mais moi ma réunion d'information c'était quand même beaucoup de négatifs entre guillemets. Les puères en fait elles vous disaient vraiment, elles appuyaient les points négatifs pour que vraiment vous soyez sûr que vous fassiez votre demande en tout état de connaissance en fait, avec vraiment les points négatifs. Donc moi par exemple c'était, vu que je vis à la campagne, faut savoir que vous pouvez commencer à 7 h le matin, terminer à 19 h le soir parce que les parents travaillent à Paris, qui prennent les transports, que c'est long, plein de petits points comme ça qui pouvaient déstabiliser un petit peu et voire dégoûter certaines. J'ai rempli le dossier, ensuite j'ai une puère qui est venue une première fois, elle est venue voir la maison. Elle est venue me poser des questions, voir à peu près mes compétences. Donc ça s'est super bien passé au niveau des questions. Voilà, j'étais pas... En fait, vu que j'étais auxiliaire, vous voyez que ça faisait longtemps que je travaillais en crèche, j'avais vraiment les bases, j'avais pas besoin forcément de réviser quoi que ce soit. Et j'ai vraiment été naturelle et dit comment je me voyais travailler. De là j'ai été évaluée, j'ai été bien évaluée. La puère a fait le tour de mon domicile, elle m'a fait remarquer certains points qu'il fallait que je sécurise, qu'il fallait que je revoie et tout ça. Chose que j'ai faite, elle est revenue une deuxième fois faire sa visite pour voir si j'avais bien sécurisé les endroits qu'elle m'avait dit. Et peu de temps après, j'ai reçu le papier avec mon agrément. J'ai été agréée au tout début pour 2 enfants
en plus de mon fils qui avait un petit peu moins d'1 an. 2 enfants marcheurs il me semble, je crois que j'ai commencé comme ça. Ensuite une fois que mon fils a grandi, j'ai fait une demande d'extension pour un 3e enfant. J'ai aussi enlevé le fait qu'il fallait que ce soit des marcheurs parce que c'est vrai que c'est assez compliqué, surtout quand on est à la campagne. Bien souvent on trouve des contrats, ça commence bébé, voilà, jusqu'à ce qu'ils grandissent. Donc après j'ai été agréée pour 3 et actuellement je réponds déjà à une question que j'ai eue. Combien suis-je agréée? Aujourd'hui je suis agréée pour 4 enfants. Sachant que moi je m'arrête à 3 ans, je fais aucun périscolaire, je fais vraiment du 0-3 ans. Et ensuite les enfants vont à l'école et par choix je ne les suis pas. Alors déjà de une, je n'ai jamais eu d'enfants. Moi j'habite un tout petit village, donc bien souvent c'est des enfants de villages alentours qui sont venus, donc dans tous les cas ils n'étaient pas dans l'école de mon village. Et ensuite même si j'avais un enfant qui irait à l'école de mon village, par choix je ne fais pas de périscolaire parce que je ne vais pas me contraindre à réveiller les plus petits qui dorment pour aller à l'école, à être bloquée par des horaires. Vous voyez les horaires de l'école, j'ai pas envie de sortir s'il pleut des cordes, voilà. Donc c'est vraiment par choix. Je vous ai resitué grosso modo le contexte et on va attaquer avec les premières questions. Tout d'abord on m'a demandé si je travaillais avec une blouse comme à la crèche. Non, moi je travaille pas avec une blouse. Maintenant je travaille vraiment dans des tenues où je suis très à l'aise, des tenues qui ne craignent rien. Par exemple je vais pas m'habiller tout en blanc, je vais pas non plus travailler dans des tenues où je vais être un peu mal à l'aise quand je vais devoir me baisser, être au sol. Donc moi principalement je travaille en jogging, en legging, avec des vêtements propres évidemment et qui ne craignent pas les taches parce que quand on donne à manger à un bébé qui peut nous éternuer dessus, on peut être toute tachée, voilà c'est pas grave. Mais je ne travaille pas avec une blouse, déjà je détestais ça quand j'étais à la crèche, travailler avec une blouse. Mais je vous avoue que des fois quand on a un bébé dans les bras et qu'on a un petit vomito, et là on se dit que la blouse ça serait pas trop. Mais je me vois absolument pas travailler avec une blouse à la maison. On m'a demandé combien d'enfants j'accueillais, donc actuellement j'accueille 3 enfants. À partir de janvier j'aurai un bébé qui arrivera et malgré que je sois agréée pour 4, j'avoue que mon bon équilibre ça va plutôt être 3. Généralement en fait j'accueille vers le mois de janvier un nouveau parce que j'en ai un en septembre qui part à l'école pour pas avoir à faire tout en septembre si jamais j'ai encore un autre nouveau qui doit arriver. Donc souvent j'ai une petite période dans l'année où j'en ai 4, mais en septembre je repars à 3 jusqu'en janvier d'après ou même des fois toute l'année. Moi je préfère en avoir 3, je trouve que ça roule plus. En fait je trouve que quand on passe de 3 à 4, on sent vraiment une grosse charge de boulot supplémentaire, plus que par exemple quand on passe de 2 à 3. Donc c'est pour ça que je préfère avoir 3 en accueil, sachant que j'ai mes enfants qui rentrent à la maison le midi, qui rentrent après l'école le soir, qui sont jamais à la garderie, jamais à la cantine. Donc c'est vrai que ça fait tout de suite du monde. 3 c'est ce que je préfère. On m'a demandé aussi mes horaires, donc je travaille du lundi au vendredi hormis le mercredi de 8h à 18h. C'est ma tranche horaire. Sachant que j'ai des contrats qui partent plus ou moins tôt, avant 18h, mais moi je me mets vraiment cette plage horaire de 8h-18h sur 4 jours, ça fait 40 heures par semaine. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Et on m'a demandé si c'était moi qui faisais mes horaires. Effectivement c'est moi qui fais mes horaires dans le sens où je donne ma période d'accueil, donc de 8h à 18h. J'accueille pas avant, j'accueille pas après et les parents me donnent de là leurs horaires. Ça peut être 9h, 17h, ça peut être juste la matinée. Et pourquoi 8h, 17h? Parce que avant 8h je m'occupe principalement de mes enfants, même s'ils sont grands, que je passe un petit moment avec eux avant qu'ils partent à l'école. À 8h ils prennent leur car pour pouvoir aller à l'école. Et pourquoi 18h? En fait exactement pour la même chose, parce qu'après il y a les devoirs, il y a les douches, enfin il y a préparer le repas. Vous connaissez le tunnel du soir, donc 18h ça me paraît pas mal quand on a une vie de famille. Après peut-être que quand j'aurai plus d'enfants à la maison, je changerai d'horaire si je fais toujours ce métier là. Mais là c'est vraiment un équilibre, en tout cas familial, qui nous correspond. Est-ce que ça dérange les parents que tu ne travailles pas le mercredi? Non, dans le sens où dans mon annonce, parce que je passe par je crois que c'est Nounou Top. Ouais, je crois que c'est Nounou Top. En fait j'ai ma petite annonce quand j'ai de la place par exemple, et je stipule bien que je travaille du lundi au vendredi hors mercredi et de 8h à 18h. Donc les parents qui me contactent savent forcément que je vais pas travailler le mercredi. Donc ça dérange pas. Après il faut savoir que alors là j'ai une collègue du coup qui a répondu à un des commentaires d'une personne qui m'a posé cette question je crois, et qui a
très bien répondu, c'est qu'on n'a pas le droit de travailler plus de 45 heures par semaine. Donc en gros, si sur 5 jours je travaillais de 8h à 18h, je serais déjà à 50 heures. Sauf que on a en fait à l'année un nombre d'heures totales à ne pas dépasser. Après, si vous avez plein de périodes de vacances, ça peut faire baisser ce nombre d'heures, mais si vous avez, admettons, que vos 5 semaines, et ben en fait vous pouvez pas travailler légalement 10 heures. Alors il y en a plein qui le font, mais si jamais un jour il y a un accident, que les assurances savent que vous travaillez autant d'heures à l'année, vous êtes en tort. Quand on sait ça, on essaye de faire un petit peu attention et ça permet aussi de le dire aux parents pourquoi on travaille pas forcément 5 jours par semaine avec une grande plage horaire. Tes journées sont plutôt longues ou tu ne les vois pas passer? Alors ça c'est vraiment variable d'une journée à l'autre, en fait ça dépend de comment le déroulé de la journée va se passer. Si par exemple vous êtes avec un nouvel enfant qui arrive, qui va pleurer toute la journée parce qu'il va avoir du mal, un bébé qui ne va pas bien, un enfant malade, vos journées, je peux vous dire qu'elles peuvent être très très longues parce que c'est difficile d'avoir des pleurs toute la journée ou un enfant qui est pas bien à gérer. Mais dans l'ensemble, mes journées passent très vite quand tout roule, quand tout se passe bien. On a vraiment un rythme avec des rituels. Moi personnellement, les journées se passent de la même façon quasiment tout le temps. Les enfants savent ce qui va se passer, donc ça se passe plutôt bien. Et quand tout se passe bien, franchement, ça passe méga vite. Est-ce que ça dérange les parents que tu aies une chaîne YouTube dans le sens où ton environnement de travail est exposé? Donc les parents des petits que j'accueille ne savent absolument pas que j'ai une chaîne YouTube et j'estime, alors ça sera peut-être pas de l'avis de tout le monde, hein, et je respecte, mais moi j'estime que je fais ce que je veux de mon temps perso, que j'ai pas besoin d'aller le dire à mes employeurs. Le fait que mon intérieur soit exposé, moi tant que je montre rien, enfin tant que je montre pas les enfants que j'accueille, donc ça vous ne verrez jamais ça sur ma chaîne, je ne filme jamais de toute façon quand je travaille, je filme vraiment sur les mercredis, sur les week-ends, ça peut être les soirées avant de commencer le boulot, voilà, mais je filme absolument pas quand j'ai les enfants. Vous verrez jamais quelque chose qui pourrait concerner un enfant que j'accueille. Après le fait que mon intérieur aussi soit exposé, par exemple des assistantes maternelles qui font des annonces, elles peuvent poster sur Facebook, sur le Bon Coin, j'ai déjà vu sur Nounou Top par exemple leur pièce de vie pour montrer aux parents à quoi ça ressemble, donc c'est pareil, c'est sur internet. Voilà, donc non, ça me pose... Enfin, moi ça me pose aucun souci et je me verrai pas du tout aller le dire aux parents des petits que j'accueille. Vas-tu au relais d'assistante maternelle? Donc pour celles qui sont pas du métier, le relais d'assistante maternelle, c'est un endroit où les assistantes maternelles se retrouvent avec les enfants pour faire des activités, etc. Alors moi j'ai pas de RAM près de chez moi. D'ailleurs je crois que ça s'appelle le RPE maintenant il me semble. J'en ai pas près de chez moi, donc je suis dégoûtée. J'habite dans un trop petit village et même là où il y a ma PMI, il n'y en a pas du tout. Il y a des associations quand même d'assistantes maternelles dans les villages pas loin, mais il faut savoir que moi je ne prends pas la voiture avec les enfants que j'accueille. Alors j'ai quand même une assurance, des sièges auto, parce que je me dis que si jamais un jour j'ai une urgence avec un de mes enfants, dans le sens où il faut que j'aille le chercher en urgence à l'école et tout ça, je suis quand même équipée, mais sinon je ne prends pas du tout la voiture, j'ai pas envie, donc je ne peux pas me rendre à ces associations. Ça dérange absolument pas les parents dans le sens où les enfants font plein de choses, ou des fois dans le village je peux rencontrer d'autres assistantes maternelles, on peut se croiser et tout ça, donc ils sont quand même avec d'autres enfants, ils sont en groupe ici, il y a mes enfants, voilà, ils voient quand même du monde et je les occupe, hein, forcément, on fait des activités et tout ça. Donc c'est pas une demande que j'ai déjà eue par un parent et de toute façon je leur dis à l'entretien que je ne me déplace pas. Donc depuis combien de temps es-tu asthmate? Je vous ai dit ça fait à peu près 7 ans. Tu prépares les repas où les parents fournissent? Alors pendant de longues années j'ai préparé les repas des enfants et j'ai arrêté l'année dernière. Voilà, j'ai arrêté en fin d'année dernière de préparer le repas des enfants. Donc moi je préparais uniquement pour les grands à partir du moment où ils mangeaient en morceaux. Tout ce qui était purée et tout ça, j'ai toujours laissé faire les parents. Pourquoi je préparais? Parce que je trouve que c'est plus facile quand les enfants mangent la même chose, quand ils sont grands et qu'ils ont tous la même chose dans leurs assiettes. Ça crée moins de conflits, c'est ce que je me disais, hein. C'est plus facile dans le sens pour nous, on sait ce qu'on leur donne à manger. Parce que j'ai déjà eu des assiettes pas forcément très adaptées pour les enfants. Mais depuis cette année j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que beaucoup trop de charge mentale. J'ai eu besoin de temps aussi pour tout gérer, ce qui est au niveau de ma chaîne YouTube, etc. Au niveau des repas, ça me prenait énormément de temps. Énormément aussi de charge mentale dans le sens où quand je faisais mes courses, il fallait que je réfléchisse, est-ce que j'ai des yaourts pour les petits, est-ce que j'ai ci, parce que nous forcément on mange pas forcément des choses qui vont être adaptées le lendemain aux petits.
En fait ça me prenait la tête, et ça me prenait énormément de temps, sachant qu'on n'est pas censé cuisiner quand les enfants sont là, donc c'est sur notre temps perso. Et en fait c'est du travail, mais c'est du travail qui va pas être payé, ça va vraiment être sur votre temps perso. Vous savez que vous avez les repas à préparer pour la semaine pour les enfants. Et j'ai décidé d'arrêter, tout simplement parce que j'avais plus envie de consacrer mon temps à ça. J'avais d'autres projets à côté qui me demandaient du temps aussi. Donc il a fallu faire des choix. Donc maintenant je dis aux parents que je ne prépare plus les repas, ça passe très bien. Depuis que je ne le fais plus, je vous avoue que je revis. Mais vraiment c'est tellement une charge mentale en moins que je ne reviendrai jamais en arrière. Malgré que maintenant je ne fais plus le repas, écoutez, je n'ai aucun conflit avec les enfants, même s'ils mangent pas la même chose. Il n'y en a pas un qui souhaite piquer dans l'assiette de l'autre, qui a envie de pas, enfin qui veut pas manger son assiette parce que ce que le copain, ça lui donne envie, pas du tout. Donc en fait je me dis que c'est vraiment peut-être des a priori que j'avais et qui sont pas du tout avérés, en tout cas pas depuis que je le fais. Aujourd'hui je suis vraiment contente de ne plus avoir à faire le repas. Est-ce que tu fais un projet d'accueil? Si oui, quand tu le donnes aux parents avant ou après le premier entretien? Alors oui, j'ai un projet d'accueil. Alors ça c'est quelque chose qui est complètement perso. Ça sert à présenter un petit peu votre façon de travailler, votre logement, vos valeurs, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et moi en fait je le donne pas aux parents, je le lis plus ou moins, je le suis en fait pendant le premier entretien. Comme ça les parents ont vraiment toutes les informations sur ma façon de travailler. On me l'a jamais demandé et j'avoue que j'ai jamais pensé en fait à l'envoyer. Et en fait après ça, une fois qu'on a échangé autour du projet d'accueil, je demande aux parents s'ils ont des questions. C'est de cette façon là que je procède et je trouve que c'est quand même important d'avoir un projet pendant l'entretien sur lequel s'appuyer. Comme ça permet aussi de parler de tout point. Par exemple, un point important, moi je vais parler de la propreté, même si j'accueille un bébé, vous voyez, pour vraiment dire que moi, au niveau de la propreté, je fais pas de forcing, c'est vraiment selon la demande de l'enfant, tout ça, et même si c'est un bébé et pour l'instant c'est encore lunaire pour eux de parler de la propreté, au moins c'est des points qui sont dits, et ça c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu proposes comme activité ou pas d'activité? Donc j'ai eu énormément de questions au niveau des activités. Donc ce que je vais faire, c'est que à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu mon matériel, mes activités. Mais oui, en tout cas, je propose des activités et pas uniquement du jeu libre à la maison. On fait des activités sur table avec les plus grands. Moi, je commence vraiment vers 18 mois, 2 ans, selon l'envie de l'enfant. Surtout, c'est important. S'il a envie ou s'il n'a pas envie, aucun problème, tu peux aller jouer, tu fais ce que tu veux, mais les activités proprement parlées sur table et tout ça, je trouve que avant c'est beaucoup trop difficile. Est-ce qu'il y a de l'intérêt réellement pour l'enfant ou c'est plus pour satisfaire le besoin du parent que son enfant ait fait une activité pour montrer une production, pour être sûr que l'enfant a fait quelque chose dans la journée, que l'assistante maternelle a bien travaillé? Voilà, des fois je me questionne et moi ils sont au courant de ma façon de faire lors de l'entretien justement par mon projet. Pour moi un enfant, même s'il fait que entre guillemets du jeu libre toute la journée, on est avec eux hein, quand même, enfin je veux dire c'est du jeu libre mais on peut être là en train de les observer, on peut être là en train de jouer avec eux, ça peut être de la motricité, ça peut être des chansons, de la lecture, des câlins. Pour moi tout ça, ça fait vraiment partie aussi des activités et de l'accueil de l'enfant, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de production. Ça c'est vraiment un débat, on a chacun sa vision. Moi j'ai fait énormément de réunions avec des psychologues à la crèche concernant ce sujet et très souvent en tant qu'assistante maternelle on va se sentir un petit peu obligé de faire, alors qu'il y a des assistantes maternelles par exemple qui ne sont pas manuelles, créatives, et c'est comme ça, comme je vous dis, elles vont préférer chanter, danser, mettre la musique, faire la fête, jouer, voilà, c'est vraiment, en fait il y a zéro obligation. Si les parents ont des attentes, vous pouvez vous appuyer sur sur ce que je vous dis là. Vous pouvez faire des recherches sur la surproductivité des enfants, il y a énormément de sujets. S'occuper des enfants, évidemment, on n'est pas là juste pour pour les laisser dans un coin, livrés à eux-mêmes, c'est logique.
mais je trouve qu'il y a un juste milieu. Donc moi oui, je vais faire des activités avec les plus grands, comme je vous dis, à partir de 18 mois, 2 ans, quand ils ont envie, quand ils sont prêts. On va commencer à faire des gommettes. Ça c'est une activité que j'adore parce que je trouve que pour eux, pour la motricité fine et tout ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du transvasement, on va faire des dessins, des coloriages, on va faire de la peinture, on va faire de la pâte à modeler. Ça aussi au niveau de la motricité fine c'est important. Donc je vous montrerai un petit peu plus en détail à la fin de cette vidéo tout ce que j'ai. Qu'est-ce que tu utilises comme matériel, hygiène, alimentation, jeux, jouets, soins, change, activités, etc. et où tu l'achètes. Ça c'est pareil, à la fin de cette vidéo je vous montrerai un petit peu mon matériel. J'aime bien le site Wesco, c'est une marque professionnelle mais que les particuliers peuvent commander. C'est des accessoires, du mobilier de très bonne qualité. Au niveau des jouets, j'achète vraiment partout. En fait j'achète souvent en seconde main. Faut que ce soit en très bon état évidemment, que ce soit des objets sans risque, qui soient en bon état. Je récupère aussi des jouets que mes enfants avaient avant quand ils étaient petits et que ça y est ils sont passés à autre chose. Après par contre au niveau de tout ce qui est matériel créatif, des gommettes, de la peinture, tout ça j'achète beaucoup à Action. C'est vraiment pas cher et c'est une mine d'or, il y a tout ce qu'il nous faut. Les feuilles pareil, je les prends à Action, je prends des feuilles de couleur, je prends des carnets de feuilles cartonnées. Vous allez dans le... pas que dans le rayon des enfants, vous allez dans le rayon de loisirs créatifs, il y a énormément de choses. Je peux acheter des choses à Cultura. Au niveau de l'hygiène, moi j'achète de l'eau micellaire. Maintenant je laisse le choix aux parents, soit ils me ramènent le produit qu'ils veulent, s'ils veulent utiliser du liniment, de l'eau micellaire d'une certaine marque, des produits bio et tout ça, libre aux parents de me ramener leurs produits. Moi je fournis ça et le coton. Après eux ils me ramènent leurs couches, ils me ramènent leur crème pour le change, tout ça. Alors j'ai une question, comment t'organises-tu pour accueillir les enfants semaine ou dans la journée? Je les accueille à la porte, à l'entrée. Généralement les parents ils sont assez pressés, donc les transmissions du matin ça va assez vite. On reste à la porte, ensuite je prends l'enfant et je le mets dans la pièce de vie, quoi, la pièce principale. Sachant que moi mon entrée elle est ouverte limite directement sur mon salon, donc j'ai toujours un œil quand même sur les enfants à côté. Pendant l'entretien, est-ce qu'il y a ta famille à la maison? Les parents rencontrent-ils déjà ta famille au premier entretien? Ça dépend. Généralement non, j'essaye de faire en sorte que les enfants ne soient pas là parce que j'ai toujours trop peur qu'il y ait une dispute à l'étage, de devoir aller gérer, vous voyez, mes enfants qui sont en train de s'arracher les yeux. Bon, je rigole bien sûr, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire au premier entretien. Donc généralement j'accueille les parents quand mon mari prend les enfants et qu'ils vont faire un tour. Mais ça m'est déjà arrivé quand même de pas avoir le choix, de faire ça admettons un mercredi quand mes enfants sont là. J'essaye de les briefer à fond, de leur dire surtout je vais faire un entretien, je leur explique que c'est quand même quelque chose de professionnel, machin, que j'ai pas envie d'être dérangée. Et les fois où ça s'est passé, ça s'est bien passé. Voilà, et après, non, sinon ils rencontrent pas forcément ma famille, ils vont la rencontrer quand je vais commencer à accueillir. J'avoue que je leur explique que j'ai mon mari, mes 2 enfants, mais je montre pas forcément tous les membres de ma famille. Est-ce que tu as déjà eu un litige, conflit avec des parents employeurs? Non, j'avoue que j'ai jamais eu de... Alors il y a déjà eu des petites tensions, on va dire, avec des parents. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais il y a déjà eu ouais, des petites tensions. Moi ce que je fais c'est que j'en parle direct. En fait je laisse pas s'installer un espèce de climat malsain. Et ça j'insiste bien aussi à l'entretien, c'est que en fait je préfère qu'on me dise les choses ou moi dire les choses, qu'on crève l'abcès, plutôt que de rester dans un espèce de climat comme ça me met très mal à l'aise. Déjà dans tous les cas les conflits ça me met mal à l'aise, je déteste ça, surtout dans le cadre du travail. Donc voilà, après j'ai déjà dû arrêter un contrat, enfin j'ai déjà dû arrêter avec un enfant en plein milieu de contrat parce que c'était vraiment trop difficile. L'adaptation de cet enfant ne se faisait pas du tout, j'ai tenu de longs mois mais vraiment j'ai dû arrêter. Voilà, pour des questions on va dire de santé, j'en étais arrivée là. J'ai dû arrêter, ça a été très difficile à prendre comme décision, mais on se rend compte qu'après on se sent
beaucoup mieux et que c'était la meilleure décision. Est-ce que tu es syndiquée? Penses-tu que c'est utile en tant qu'ASMAT? Oui, je suis syndiquée depuis que j'ai commencé ce métier. Est-ce que c'est important? Je vous avoue que ça ne m'a jamais servi. Mais on est à l'abri de rien. Donc je préfère continuer à cotiser tous les ans. En plus, généralement dans les syndicats, il y a plein d'outils. Vous avez des fiches de paye, vous avez des forums, vous avez énormément de choses, donc je trouve que c'est cool. Et en plus c'est déductible des impôts, donc finalement votre cotisation elle vous revient pas à si cher que ça. Et si vous avez besoin, bah vous savez que derrière vous avez votre syndicat. Donc oui, je pense que c'est important. Maintenant, c'est pas une obligation. Est-ce que tu fais des cahiers de transmission pour l'enfant? Oui, j'ai toujours fait des cahiers de transmission pour les enfants. Je trouve que c'est important d'avoir une petite trace pour les parents et puis c'est sympa. Voilà, ça permet d'avoir le lien entre l'accueil et la maison. Si les parents veulent m'écrire dedans, ils peuvent aussi. Mais pareil, c'est pas une obligation, ça c'est vraiment chaque ASMAT choisit. Il y en a plein qui font pas de carnet de transmission et qui font juste à l'oral. Moi, ça me permet aussi de pas avoir trop d'informations dans la tête toute la journée. Voilà, la matinée se passe, je vais écrire la matinée, l'échange, le repas, s'il y a eu quoi que ce soit, admettons une petite chute, un bobo, de la fièvre, voilà, ça me permet d'avoir un support et de tout noter. Et de rien oublier le soir surtout. Est-ce que tu offres un cadeau aux parents employeurs à leur anniversaire? Quelque chose fait par leur enfant? Ça dépend. Quand je sais que c'est leur anniversaire, on peut faire une petite carte. Par exemple, si un parent m'en parle, tiens, ça va être l'anniversaire de papa, de maman, de machin, on peut faire une petite carte. Mais sinon, non, j'offre pas de cadeau aux anniversaires des parents. Par contre, j'offre un cadeau à l'anniversaire des enfants et on fait une petite fête à la maison. Quel est ton registre de médicaments? Un cahier acheté, déjà tout fait, ou tu le fais toi-même? Et ben, c'est un cahier que j'ai eu sur Amazon. Il est très mignon, mais j'en ai aussi eu un avec mon syndicat. Donc, parce que oui, nous sommes obligés de noter à chaque fois qu'on donne un médicament, par exemple du Doliprane, sachant qu'il nous faut toujours une ordonnance. On n'a absolument pas le droit de donner un médicament sans ordonnance, même un médicament qui est en vente libre en pharmacie. Pour se protéger, c'est très important. En cas de, on sait pas, hein, admettons il y a une allergie, il y a une réaction ou quoi que ce soit, comme ça on est protégé. Donc on a des ordonnances de Doliprane mis à jour assez régulièrement pour pouvoir donner du Doliprane en cas de température. Si un enfant a un traitement, on peut donner le traitement en question. Maintenant, ce n'est pas aussi une obligation, c'est au bon vouloir de l'assistante maternelle. Un parent qui est en retard, tu fais quoi? Est-ce que tu fais payer les minutes en plus? Alors j'ai rarement des retards. Je vous avoue que depuis que je fais ce métier, pareil, je touche ma tête. Franchement, si c'est occasionnel, non, je fais pas payer. Maintenant, un parent, je vous dis pas, hein, demain, si j'ai un parent qui tous les jours, il arrive 15 minutes en retard, sachant que mes horaires c'est 8h, 18h et j'y tiens quand même, je ferai payer le quart d'heure tous les jours supplémentaires. Quand c'est vraiment occasionnel, je vais pas faire payer. Je me dis que ça va dans les deux sens. Si moi j'ai besoin d'un petit quart d'heure des fois pour aller, je sais pas, une réunion à l'école ou tout ça, bah voilà, c'est donnant-donnant. Comment prépares-tu tes enfants à un nouvel accueil, nouveau contrat et à la fin? Je leur dis qu'il y a un nouvel enfant qui arrive et que un tel va partir à l'école à 3 ans. Après, ils jouent avec les enfants, ils sont avec moi et tout, mais ils ont jamais été non plus attachés un truc de fou à certains enfants. Donc ça s'est toujours passé très très bien et ça les a jamais atteints. À quoi être vigilant lors de l'entretien avec les parents? Là on va parler de l'aspect financier, mais que ce soit un parent qui est capable de vous payer à la fin du mois en temps et en heure. Il faut que le feeling y soit là, il faut que vous sentiez que vous pouvez avoir confiance en lui. Comment ont réagi tes enfants quand tu as commencé? Très bien, il n'y a jamais eu de soucis. Déjà mon fils était tout petit, malgré qu'il était très très maman, mais j'avais pris des grandes. C'était leur dernière année, elles avaient 2 ans. Donc ça n'a pas du tout changé. Et ma fille, impeccable, nickel. Elle avait 3-4 ans et il n'y a jamais eu de soucis. As-tu des jouets en double ou réutilises-tu les jouets de tes enfants? Je réutilise les jouets de mes enfants une fois qu'ils étaient plus grands, qu'ils avaient plus envie de jouer avec, mais sinon j'ai jamais pris les jouets de mes enfants. J'ai vraiment des caisses de jouets exprès pour les accueillir. Et je pense que c'est important aussi, hein, ça, quand on a ses propres enfants et qu'on accueille d'autres enfants de l'extérieur, que votre enfant ait encore tout son univers sans que ce soit bouleversé, chamboulé, pris par d'autres enfants pour que la transition se passe mieux. Prévois-tu des activités à l'avance ou au feeling? Ouais, je dirais que la plupart du temps c'est au feeling. Après ça m'arrive de préparer des choses à l'avance, mais c'est rare. Souvent c'est au feeling. Surtout qu'en ce moment, par exemple cette année là j'ai un grand, les 2 autres c'est encore des petits, ils ont 1 an.
Donc à 1 an je fais pas, franchement je fais pas d'activité posée, manuelle, etc. Ils ont déjà tellement à faire, à profiter, à gambader partout que avec le petit c'est vraiment, enfin le grand pardon du coup c'est vraiment au feeling. As-tu des jours où tu t'ennuies plus que d'autres? Franchement non. Moi je trouve pas que ce soit un métier où on peut s'ennuyer. Après faut savoir qu'il y a des personnes que c'est rien au monde elle pourrait faire ce métier. Moi j'en ai souvent des parents qui me disent oh là là respect parce que moi je pourrais pas faire ça, rester à la maison toute la journée avec des enfants machin, ça m'est déjà arrivé plein de fois des parents qui me disent ça. Même à la crèche je pense que c'est vraiment propre à soi. Voilà, il y a des personnes qui ont besoin de voir du monde. Moi je suis une personne qui est très bien chez moi, toute seule, ça me convient très bien pour ma personnalité. Les payes sont-elles assez stables? Oui, les payes sont assez stables dans le sens où on est mensualisé. Donc c'est à dire que même par exemple au mois d'août je travaille pas du tout, j'aurai quand même la même paye que le reste de l'année en fait. On mensualise pour que tous les mois ce soit la même chose. Après faut savoir forcément que une fois que les enfants partent à l'école, là c'est plus stable. Par exemple on sait que pendant 2 ans ça peut être à peu près stable, et encore on a quand même un risque dans notre métier que les parents déménagent, voilà, qu'il se passe n'importe quoi qui peut nous faire perdre un salaire, donc ça faut le savoir. Après bon on a le droit normalement à Pôle emploi. Moi j'avoue que j'ai jamais eu besoin de Pôle emploi. D'ailleurs ça s'appelle France Travail maintenant je crois. Donc c'est stable dans le sens où si vos contrats, vous avez des contrats tous les ans et qui durent toute l'année, c'est stable. Maintenant c'est possible qu'à un moment donné ce ne le soit plus. Comment se déroulent tes journées? Activités, repas, sieste, sortie? Alors vraiment je vais vous faire une journée type grosso modo. Le matin c'est l'accueil, ils arrivent, voilà, ils jouent le temps que j'accueille tout le monde. Ensuite on va faire, les petits par exemple ils vont faire leur petite sieste du matin, généralement 3/4 d'heure, 1 heure. En attendant moi je fais l'activité avec les plus grands, donc soit une activité sur table, soit, enfin ça peut être tout et n'importe quoi, je vous montrerai après plus en détail. Ensuite généralement on fait une petite balade, voilà, donc on va sortir pareil 3/4 d'heure, 1 heure. Ensuite c'est déjà l'heure du repas, donc les enfants mangent. Après moi mes enfants ils rentrent de l'école, donc je mange avec les enfants, puis les enfants ils sont là, ils jouent, voilà, près de nous. Ensuite c'est le moment de la sieste. Ensuite on se réveille, voilà, petit temps tranquille, on s'habille, c'est l'heure du goûter. Puis après ils jouent, on attend les parents, les enfants, enfin mes enfants rentrent de l'école. Voilà, pour grosso modo une journée type chez moi ça va être ça. Comment t'organises-tu niveau administratif? Combien de temps tu gardes les papiers? J'ai un lutin et en fait je classe par enfant que j'accueille, j'ai mon agrément, tout ça, j'ai tout réuni dans le même lutin. Ensuite j'ai des pochettes pour chaque enfant, donc là j'ai 3 pochettes actuellement où je mets mes fiches de paye et mes heures de présence. Une fois que l'enfant il est parti, je vais garder ce qui est important, bulletin de salaire, contrat, fiche de présence quand même. Où trouves-tu tes idées d'activités? Principalement sur Pinterest, et ensuite j'ai une amie, donc c'est une personne avec qui je travaillais quand j'ai commencé mon métier d'auxiliaire, c'était mon premier poste. Maintenant elle est assistante maternelle aussi. Elle fait énormément d'activités avec les enfants et elle a une imagination mais débordante, et elle me partage très souvent ses activités. Donc c'est aussi beaucoup grâce à elle que je puise mon inspiration. Il y a aussi sur Facebook les oursons de Nounou, et je sais qu'elle me suit ici et c'est un hasard de dingue parce qu'en fait ça fait des années que je la suis sur Facebook. C'est une mine d'or son compte Facebook, elle a d'ailleurs aussi Instagram, mais moi c'était plus via Facebook que je la suivais. Et pareil, il y a plein d'idées et d'activités trop belle avec des illustrations juste magnifiques dessus. Mon salaire est fixé sur 12 mois, oui effectivement il est fixé sur 12 mois parce que comme je vous dis on prend le salaire à l'année, en fait on fait un total du salaire à l'année qu'on divise sur 12 mois pour pouvoir être payé tout le temps la même chose. Donc lorsque tu ne travailles pas, que tu es en vacances, tu arrives à t'en sortir financièrement. Du coup oui, la réponse est oui puisque j'ai tout le temps le même salaire. Comment fais-tu pour avoir des années, n'importe quoi. Ça y est, je commence à être fatiguée là. Ça fait combien de temps? Ça fait plus d'1 heure que je filme. Comment fais-tu pour avoir des enfants? C'est les mêmes d'une année à l'autre. Donc comment je fais? Je vous dis, moi je suis inscrite sur Nounou Top. Ça marche super bien. Franchement, c'est comme ça que j'ai eu tous mes contrats.
Et c'est les mêmes d'une année à l'autre, ça dépend. À partir du moment où ils rentrent à l'école, j'accueille de nouveaux enfants. Est-ce moi qui établis mon bulletin de salaire? Alors les parents font leur déclaration sur page emploi, donc j'ai un bulletin de salaire qui se génère automatiquement par page emploi, par l'URSSAF quoi. Et moi à côté de ça, oui j'établis un bulletin de salaire beaucoup plus complet. Sachant que normalement c'est aux parents de le faire. Mais moi je vous avoue que tout ce qui est administratif, je suis assez calée, donc je fais tout. Je laisse pas forcément les parents faire. Après si les parents veulent faire ils peuvent hein, mais généralement les parents ils nagent, ils connaissent pas du tout. Moi avant faut savoir que j'étais quand je travaillais en crèche et que Mila était chez une assistante maternelle, je connaissais rien, mais rien, et j'étais trop contente que ma nounou le fasse. Donc autant vous dire que moi je le fais pour les parents. Après si un parent veut gérer, libre à lui. Moi je ferai toujours quand même de mon côté, et puis après il pourra faire, voilà, s'il veut vérifier et tout ça. Est-ce que tu peux nous parler des contrats? Donc oui, je peux vous parler des contrats. Moi je passe par Nounou Top pour faire mon contrat. Je trouve qu'ils sont complets, que si on a besoin de faire des clauses, on peut aussi, des clauses supérieures au contrat. Après ils sont payants, mais c'est vrai que je trouve que... Enfin moi c'est mes contrats préférés. Après avec les syndicats généralement, quand vous êtes syndiqué vous avez des contrats, vous les recevez gratuitement. Vous en recevez peut-être un ou deux, et c'est moi qui établis le contrat. Ça pourrait être les parents qui me donneraient le contrat, mais c'est jamais arrivé. Et en plus vu que j'ai des clauses supérieures au contrat, bah ça matcherait peut-être pas forcément. Tout est dit lors du premier entretien, donc soit ça passe, soit ça casse. On m'a demandé aussi, j'avais un salaire de combien, donc ça c'est totalement aléatoire d'une année à l'autre. Sachez juste que je n'ai pas le même taux selon les contrats. Voilà, si c'est un tout petit contrat, je vais avoir un taux différent d'un plus gros contrat. Mais pour vous donner une indication, je ne travaille pas, enfin je ne bloque pas un contrat pour moins de 500 euros. Donc minimum avec 3 enfants par exemple, je sais que je vais être payée minimum 1500 euros. Après ça peut être plus. Il faut savoir que en étant ASMAT, on est totalement libre de mettre le taux horaire de notre choix. Le mieux c'est de ne pas dépasser un plafond pour que les parents aient évidemment leur remboursement de la CAF. Voilà, il y a un plafond quand même à ne pas dépasser, enfin vous pouvez le dépasser mais après les parents ils sont plus remboursés, donc forcément ils vont pas vous choisir. Ça je trouve que c'est vachement personnel dans le sens où par rapport à ce que vous faites, ce que vous apportez. Moi j'estime quand même que je suis une professionnelle de la petite enfance, je ne vais pas me brader, je vais pas me mettre au minimum, loin de là, et donc ça c'est vraiment propre à chaque personne. Il y en a malheureusement dans des régions où il n'y a pas de boulot, elles vont pas avoir le choix que de se brader pour avoir du boulot. Ou si toutes les assistantes maternelles autour d'elles sont très basses, elles vont se mettre basses pour être choisies. Moi ça c'est pas ma vision des choses. Moi je pars du principe où vous connaissez votre valeur, vous savez ce que vous faites avec les enfants, l'environnement que vous leur apportez. Et en fait c'est normal aussi d'être payé à sa juste valeur. Comment arrives-tu à concilier boulot, vie de maman, YouTube, maison? Faut savoir que c'est beaucoup de boulot, hein. Déjà la vie de maman, on est déjà bien rempli juste en étant femme au foyer. On rajoute à ça YouTube, c'est énormément de travail, ça paraît pas comme ça, hein. Quand on regarde une petite vidéo de 20-30 minutes, on se dit c'est vite fait, alors que non, je vous assure que c'est énormément de travail. La maison, ça prend toujours du temps. Heureusement, on est deux, je ne suis pas maman solo, j'ai mon mari qui est avec moi et voilà qu'on se partage les tâches. Il est très présent pour les enfants, pour la maison. Et comment j'arrive à tout concilier? Et bah écoutez, déjà je ne travaille pas le mercredi, ce qui est déjà un grand luxe. J'ai que entre guillemets des petits contrats, ce qui me permet quand même d'avoir pas mal de temps libre. Je m'octroie pas mal de vacances dans l'année. Comme je vous ai dit, j'ai tous mes mercredis, donc ça fait une journée complète où je peux faire ce que je veux, que ce soit avec mes enfants, avec YouTube, avec la maison. Mes week-ends aussi sont consacrés à ça, hein, faut pas se mentir, c'est beaucoup de boulot, mais ça roule. Pour l'instant, le rythme sur lequel je suis, ça roule. Donc c'est comme ça que j'arrive à tout gérer et je le redis encore parce que j'ai une bonne épaule sur laquelle me reposer qui est mon conjoint. Alors là je vais vous faire une dernière réponse pour les questions que j'ai eues. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier et le moins? Comment fais-tu pour concilier vie pro et ta vie perso? Qu'est-ce qui est important pour toi? Avec le recul, quels sont les avantages et inconvénients et quel impact a ce métier sur ta vie perso? Je trouve que ça se rejoint assez, donc on va clôturer avec cette question. C'est vrai qu'il faut trouver la limite quand on travaille à la maison et qu'on accueille aussi des inconnus, étrangers,
qui après ne le sont plus, mais au début chez soi. Alors moi il faut savoir que je laisse absolument tout le long du contrat cette limite professionnelle, dans le sens où on se vouvoie, et je trouve que c'est ultra important. C'est ma vision. Après je sais qu'il y a beaucoup d'assistantes maternelles qui tutoient, ou qui peuvent se voir le week-end, machin et tout. Non, moi je suis pas du tout dans cette vision là. On peut vite se faire un peu marcher dessus ou empiéter. Je sais pas si c'est ça le mot. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et c'est pareil, par exemple j'ai toujours dit à mes amies que j'ai autour de moi, mes copines et tout, que si elles avaient un bébé, je ne serais jamais l'assistante maternelle de leur bébé, parce que je ne veux vraiment pas concilier le perso et le pro en même temps. Ensuite il y a un second point que j'aimerais aussi parler. J'ai remarqué, vu que j'ai travaillé longtemps en crèche, que j'en ai parlé aussi à des copines qui étaient avant en crèche et qui sont devenues assistantes maternelles, on a beaucoup plus de crédibilité aux yeux des parents quand on travaille en crèche plutôt que quand on est assistante maternelle. Dans le sens où je trouve que le métier est beaucoup plus valorisé en étant en crèche, en étant auxiliaire. Pourtant je suis la même personne, je fais la même chose grosso modo. Si on va dire quelque chose à un parent, il va beaucoup plus le faire en étant en crèche, quand il y a une structure, une direction, etc., que en tant qu'assistante maternelle. Et il y a aussi dans les inconvénients un certain manque de reconnaissance. Alors je ne mets absolument pas tout le monde dans le même panier, heureusement. Hein. Après il y a aussi évidemment beaucoup d'avantages, hein. Vous travaillez à la maison, vous n'avez pas besoin de sortir le matin pour prendre votre voiture, aller au travail, qui est déjà une perte de temps sur votre journée, vous êtes déjà sur place. Quand on a des enfants, c'est vrai qu'on est assez disponible pour nos enfants. S'ils sont malades, s'il faut aller les chercher quelque part, tout ça, on est dispo. On peut gérer aussi un petit peu la vie à la maison, dans le sens où vous pouvez mettre une machine, voilà, enfin ça va pas empiéter sur votre travail. On a aussi des avantages fiscaux. Au niveau des impôts, on a quand même un bel avantage où généralement, sauf si on déclare énormément, on paye pas forcément d'impôts. Vous faites vos horaires, ça je parle, c'est dans les régions où il y a du travail, hein, évidemment, hein, parce que je sais qu'il y a des régions désertiques malheureusement où les asthmates sont obligés de se plier un petit peu au marché. Mais sinon vous faites vos horaires, vous n'avez pas besoin de vous embrouiller avec des collègues pour avoir telle semaine de vacances, c'est vous qui choisissez vos vacances. Voilà, pour moi tout ça c'est les avantages. Et au niveau des inconvénients, il faut savoir qu'il peut y avoir des retards, qu'on peut avoir des conflits avec des parents et qu'on n'a pas forcément de relais, de direction pour gérer le conflit. Il faut savoir qu'un parent peut être mauvais payeur ou payer en retard son salaire. On peut perdre son boulot du jour au lendemain, dans le sens où un parent déménage, il vous donne votre préavis et voilà, dans 2 semaines, 1 mois, vous n'avez plus ce contrat là et ça vous fait une grosse perte de salaire. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en considération, j'ai certainement oublié plein de choses. Et ainsi un gros inconvénient, c'est que vous accueillez chez vous. Et donc faut savoir que quand un enfant est malade, et ben vous prenez le risque de contaminer toute votre famille. Ça pour moi c'est un gros inconvénient. Moi j'accueille pas par exemple pour la gastro, c'est ma phobie, c'est ma hantise les gastro, donc c'est sûr qu'un enfant qui vomit, j'appelle le parent. De toute façon c'est noté au contrat, hein. Moi je note bien. Après on reconnaît généralement un vomissement de gastro et un vomissement, une régurgitation, vous voyez ce que je veux dire. Par contre on prend le risque que l'enfant il ait contaminé un autre enfant, que nos enfants soient contaminés, que nous-mêmes soyons contaminés. Voilà, ça c'est, je dirais, c'est le plus gros inconvénient. Les enfants malades, malheureusement. Et gérer aussi les enfants malades dont les parents n'ont pas forcément envie ou ne peuvent pas garder leurs enfants. Et ben c'est difficile de travailler avec un enfant malade. Les parents ne s'en rendent pas forcément. Maintenant que je fais le montage, je voulais revenir avec vous sur les avantages et les inconvénients parce que j'ai pu me poser et réfléchir et je voulais vraiment vous donner 3 avantages et 3 inconvénients. Le premier avantage, quand on peut évidemment, c'est qu'on a le choix de choisir les familles avec lesquelles on veut travailler, donc de choisir nos employeurs. Le fait de travailler chez soi, pour moi c'est un gros avantage. Il n'y a pas de frais d'essence, vous êtes directement sur place. Donc ça je trouve personnellement que c'est vraiment un avantage d'être toujours disponible pour vos enfants. Et un troisième avantage, c'est évidemment aussi la relation qu'on crée avec les enfants en accueil. Moi qui ai bossé en crèche, je vois vraiment la différence. Et le fait de pouvoir gérer sa journée comme on veut, faire entre guillemets ce qu'on veut avec les enfants, dans le sens où si on a envie de sortir en balade, on peut, faire une activité, on peut.
Voilà, on n'a pas toujours quelqu'un sur le dos, une directrice à qui demander est-ce qu'on peut faire ci, ça. Donc ça pour moi, c'est les 3 gros avantages. Maintenant au niveau des inconvénients, il y a le manque de relais, par exemple vous n'avez pas de collègues si jamais vous en avez marre, vous en pouvez plus. Là vous êtes vraiment seul. Ensuite il y a tout le travail invisible. C'est-à-dire qu'une fois que les enfants sont partis, et ben généralement on a tout le ménage à faire, la désinfection, la préparation des activités, si on fait les repas, la préparation des repas. Enfin vous voyez, il y a énormément de travail invisible. Et aussi un troisième inconvénient, c'est le fait que il faut que votre maison soit toujours impeccable. C'est-à-dire toujours propre, toujours sécurisé. Le lieu d'accueil, il faut vraiment qu'il soit adapté aux petits. Donc ça peut aussi être inconvénient. Moi je vous avoue que parfois j'aimerais bien que mon intérieur, il soit totalement à mon image, pas forcément aménagé pour mon travail. Bon du coup j'ai terminé pour les questions, donc à la suite de ça je vais aller vous filmer tout ce qui est mon matériel, les activités. Je vous fais le petit tour rapide de mes indispensables, donc évidemment ce meuble Ikea. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, je mets tout ce qui est Playmobil. Là c'est un bac avec les affaires pour jouer à la poupée. Là c'est des jeux que j'aime trop, des animaux aimantés et les Smart Max, je crois que ça s'appelle comme ça. Et à côté j'ai les Lego et des animaux. Je fais souvent la rotation des jouets. Les petits redécouvrent les jouets à chaque fois et ne se lassent pas. Je me rends compte que j'ai complètement zappé de vous filmer un de mes indispensables, c'est le tapis que vous voyez là sur le côté droit de la vidéo. Donc c'est mon tapis de la marque Roulé Boulet. Et j'ai aussi mon petit canapé Wesco qui est juste trop bien parce qu'il est lavable. Donc ça c'est un gros plus et en plus il est d'excellente qualité. Mais vous pouvez le voir dans toutes mes autres vidéos. J'ai aussi la petite dinette de chez Ikea que je trouve très belle, qui est sobre et qui se noie dans la déco. Et j'ai cette table qui vient aussi de chez Ikea, j'ai plus la référence exacte en tête, mais elle est top. Vous voyez, il y a des petites chaises qui sont adaptées à sa taille et en fait elle s'ouvre et moi à l'intérieur je glisse un jeu de transvasement. Mais j'ai aussi plein de petits autres jeux que je peux mettre sur les bacs justement trop fast de chez Ikea. Ensuite j'ai tout ce qui va être gommettes, donc j'achète des gros rouleaux comme ça de la marque Appli. Elles sont parfaites pour les plus petits parce qu'elles sont très faciles à décoller. J'ai ensuite de la pâte à modeler. Dans une petite trousse, j'ai tous les petits ustensiles de pâte à modeler. Et j'ai un bac avec plein de peintures. Pour changer un peu des feutres et des crayons, j'ai des sticks de gouache. Je trouve ça top. Ceux-là, ils viennent de chez Sostrengren. Vous pouvez en trouver sur Amazon. Et en fait, vous voyez, c'est comme ça. Et les enfants adorent. Et c'est super facile pour les petits. Profite aussi pour vous présenter ma poussette. Donc, c'est la Evolu Twin de chez Red Castle. Franchement, elle est géniale. Et regardez, je l'ai pimpée un peu. J'ai mis des petits anneaux que j'ai eu, je crois, sur AliExpress. Il y en a sur Amazon et tout ça. Donc, ça permet à ce que l'enfant ait pas trop le bras tendu quand on est en balade. J'ai aussi acheté une petite trousse comme ça exprès pour poussette où je mets tout le nécessaire pour la balade. Et j'ai même un petit support pour mon téléphone. Ensuite, on ne juge pas parce que c'est le vrai bazar. Il faut vraiment que je m'attelle à cette pièce. Mais voilà l'endroit où je stocke tout ce qui est jouet pour les petits et tout ce qui est activité manuelle, mes modules de motricité, mon transat, vraiment tout. Dans mes indispensables jeux, il y a évidemment les abacs que j'adore et que généralement les enfants apprécient aussi. J'aime bien proposer l'enfilage de perles, le jeu des fermetures de chez Nature et Découverte. Ensuite, j'aime beaucoup la pêche à la ligne, ça marche toujours. En plus, on peut jouer à un ou juste proposer une petite canne à un enfant. Celui-là, c'est de la marque Djeco et c'est magnétique. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est Colorino. Et j'aime bien aussi ce jeu de tri en jeu libre. J'aime beaucoup tout ce qui est déguisement, les voitures avec le tapis, ça plaît toujours. Ensuite, j'ai les petites mallettes de docteur pour les jeux d'imitation. Ensuite, je vous montre quelques petites idées aussi qui vont avec la table Ikea. Vous mettez ça sur le petit bac et ensuite vous pouvez faire glisser des petites pièces à l'intérieur. Et j'ai aussi sur le thème de la mer avec en espèce de plexiglas les motifs qui a représenté sur la plaque en bois et les enfants doivent glisser à l'intérieur. Je vous présente mon tapis de change de la marque Wesco qui est formidable puisqu'il ne bouge pas, ça fait des années que je l'ai et il ne se trouve pas. Au-dessus, j'ai une étagère où je classe les couches des enfants et juste au-dessus, j'ai un panier au nom de chaque enfant. Donc là, j'ai tourné évidemment, mais il y a leur crème de change,
tout ce qui va être sérum fille, etc. Ensuite à côté j'ai un petit panier avec mes cotons, mon sérum fille, une petite brosse, des mouchoirs. En dessous j'ai un petit panier avec leur affaire de change, stock, les couches et le Doliprane, un meuble sécurisé. Voilà mes indispensables au niveau de la cuisine. Donc pour les plus grands j'utilise des bavoirs en silicone, pour les plus petits des grands bavoirs comme ça ils ne se tachent pas. J'ai des mini gants adaptés à leurs petites mains pour se débarbouiller la bouche de la marque Wesco. J'aime aussi beaucoup au niveau des verres, les verres de transition comme ça. Et j'utilise des assiettes à compartiment, pareil de la marque Wesco. J'ai aussi des barrières à la maison pour délimiter les espaces. Le matin, je les accueille sur ce petit banc où on retire les chaussures et où on enlève le manteau. J'ai aussi une étagère cachée dans ma maison, heureusement vu le bazar, où je stocke tout ce qui est feuilles, petites aquarelles comme ça c'est ma peinture préférée, elle coûte que dalle, elle vient de chez Action et elle est top pour les enfants et le rendu est juste trop beau. J'ai des petits pinceaux qui sont adaptés aux petites mains, alors ceux-là je sais plus où je les avais trouvés, peut-être sur le site 10 doigts, d'ailleurs je vous en ai pas parlé mais ça pour les activités, le site 10 doigts c'est une merveille. Et j'ai des bacs avec de l'encre et un autre bac rempli de gommettes. Je vous montre aussi un petit peu tous les... comment on pourrait appeler ça? Tout ce que j'ai en fait avec mon syndic. Donc j'ai un cahier pour la présence des enfants, le registre des médicaments, les livrets d'accueil, tout ça, tout ça. Donc je vous montre un peu les papiers de plus près. Donc je pense que cette vidéo est assez longue, j'espère que je suis rentrée au max dans les détails, que j'ai répondu au mieux possible à vos questions. Après je pense qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui traitent du sujet, donc n'hésitez pas à regarder et il y a certainement aussi des chaînes qui sont complètement dédiées au métier d'assistante maternelle, certainement, je pense, il y a de tout sur YouTube. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à bientôt sur la chaîne comme d'habitude pour traiter de sujets de la chaîne. Bye!